Et avec nous, comme tous les mercredis, Nicolas Prissette. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, éditorialiste politique pour La Tribune dimanche. Pierre Jacquemin, bonjour Pierre. Bonjour, merci d'être là, rédacteur en chef à Politis. On va parler avec vous de la situation en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron est en route vers l'archipel pour instaurer une mission de dialogue. Et ce, après une semaine d'émeutes, a-t-il mal géré le dossier? Le dialogue est-il encore possible? Peut-il maintenir la révision constitutionnelle? Vous nous direz évidemment ce que vous en penserez dans quelques instants. Steve, on parle des européennes? Il y avait un débat, je crois, hier. Il y avait un débat qui était intéressant, très intéressant. Je vous dirai ce qu'il faut en penser. Et ce qu'il faut en retenir, surtout. Vous avez tout sélectionné. Nous dirons ce qu'il faut en penser. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on regarde l'info dans nos régions. La flamme olympique poursuit son parcours à travers nos régions. Ce sont 10 000 porteurs de flammes qui se succèdent, sportifs, célébrités ou anonymes. Mais comment se prépare-t-on pour assurer le relais de la flamme? Cécile Sixou s'est rendue dans les Pyrénées-Orientales où la flamme olympique est passée la semaine dernière. Vitesse, dynamisme, rapidité. À 17 ans, Mathis est champion du monde de pentathlon dans sa catégorie. 5 disciplines, course, natation, escrime, tir, course d'obstacles, pour lesquelles il s'entraîne tous les jours ici au Krebs de Font-Romeu avec les autres jeunes espoirs de son âge. Allez, 5 secondes. Son palmarès lui a permis d'être l'un des 11 000 porteurs de flammes, mais pas seulement. On a reçu des questionnaires à remplir sur notre histoire, les valeurs qu'on voulait apporter à la flamme olympique, etc. J'ai répondu, j'ai eu la chance d'être sélectionné et ça me fait vraiment plaisir parce que je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous, les valeurs de l'olympisme, même si c'est en tant que porteur de flamme, pas encore en tant qu'athlète, ça, c'est un début. Les valeurs de l'olympisme et du sport, c'est aussi ce qui a poussé le comité à choisir Frédéric Frontier, l'entraîneur de Mathis comme porteur de flamme. Champion de la discipline dans les années 90, c'est pour lui une fierté, mais surtout une reconnaissance pour Font-Romeu, où il entraîne les futurs champions depuis 2008. Depuis déjà de très longtemps, les équipes de France viennent préparer leurs échéances européennes, mondiales et les Jeux Olympiques l'été sur le site de Font-Romeu. Il y a des équipes étrangères qui viennent, donc c'est un site qui est connu et reconnu en France, mais également à l'étranger. Donc c'était certainement pour la fédération une forme d'évidence que de pouvoir avoir la flamme sur ce site. Autre site choisi, dans les Pyrénées-Orientales, Prades, au pied du Canigou. Ici, le premier porteur de flamme s'appelle Thomas Valette. Ancien rugbyman professionnel, il a été inscrit sur la liste des candidats, à son insu par son frère. Il n'en revient toujours pas. C'est une grande fierté de pouvoir porter cette flamme. On réalise qu'on fait quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Et voilà, j'espère apporter haut les valeurs du sport. Et je remercie mon frère qui m'a inscrit, avec qui j'ai fait 10 marathons. Son père, Max, muni de sa perche à selfie, est venu immortaliser ce moment. Bravo, félicitations mon fils. Un moment qui n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. Et voilà, on continuera bien sûr à suivre ce parcours de la flamme olympique à travers nos régions. On va parler de l'actualité, on va aller en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron est en route pour la Nouvelle-Calédonie où la nuit a été un peu plus calme. Une visite surprise qui vise à renouer le dialogue et tenter d'apaiser la colère. On fait le point avec Audrey Vuettaz. C'est un déplacement surprise. Quelques heures après l'avoir annoncé à l'issue du Conseil des ministres, Emmanuel Macron embarque pour Nouméa. Objectif, reprendre la main sur le dossier calédonien. 50 heures de vol, aller-retour, une journée sur place en compagnie des ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Outre-mer pour mettre tout le monde autour de la table et tenter de trouver une sortie de crise. Il échangera avec l'ensemble des forces vives calédoniennes. L'objectif, c'est d'être à leur côté et d'ores et déjà de préparer, d'anticiper la reconstruction. Le président de la République s'y rend également aussi pour renouer le fil du dialogue. Mais après 10 jours d'émeutes et 6 morts, dont 2 gendarmes, le contexte reste explosif. Et l'ordre républicain que l'exécutif appelle de ses vœux n'a toujours pas été constaté. Il n'empêche, Emmanuel Macron espère trouver un accord politique, alors que des voix s'élèvent pour demander le retrait pur et simple de la réforme électorale qui ouvre le vote aux personnes présentes depuis 10 ans sur l'île.
Dans son propre camp, les attentes sont grandes, comme l'a rappelé Édouard Philippe, en charge du dossier quand il était Premier ministre. J'espère que les annonces du président Macron seront à la hauteur de la situation. La France, qui a une relation compliquée à son histoire coloniale, a une possibilité de trouver une solution originale, même si c'est plus difficile qu'il y a 3 mois. Difficile, d'autant que les chefs des mouvements indépendantistes ont prévenu, ils ne signeront aucun accord à la hâte. Nicolas, donc visite surprise d'Emmanuel Macron qui est donc en route vers la Nouvelle-Calédonie. Alors au-delà de la volonté évidemment affichée de dire qu'il reprend le dossier en main, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite? Qu'est-ce qu'il peut faire le chef de l'État? Alors on sait une chose, une seule, c'est que Emmanuel Macron va installer en Nouvelle-Calédonie une mission qui est composée de 3 hauts fonctionnaires qui connaissent très bien le dossier. Une mission pour tenter de apaiser les esprits et dégager une voie pour l'avenir, dans un calendrier qui reste totalement incertain. Donc ça, c'est l'information qu'on va tous et toutes attendre, et d'abord les Néo-Calédoniens en premier, c'est savoir si le Congrès va ou pas s'exprimer sur la loi qui dégèle le corps électoral. Un vote qui est attendu, programmé avant la fin juin. Évidemment, aujourd'hui, il n'y aurait pas au Congrès, semble-t-il, de majorité pour adopter ce texte. Donc ça signifie qu'Emmanuel Macron a sur la table une décision à prendre sur le calendrier relatif à ce texte et à l'organisation du vote en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que, dès son arrivée sur place, il annoncera que le calendrier est desserré et qu'il laissera de la place et du temps à la négociation? On ne le sait pas, ça sera vraiment un enjeu important de ce déplacement. Ou bien est-ce qu'il maintiendra le vote pour la fin juin, auquel cas les uns et les autres pourraient se sentir un peu à l'étroit et avoir plus de mal à discuter. Donc ça, c'est un élément d'information, de décision politique très important. On verra quand il arrivera sur place. Et à ce stade, on ne sait que, on a comme connaissance que l'idée de cette mission confiée à 3 hauts fonctionnaires. Ouais. Et il n'avait pas d'autre choix, Emmanuel Macron, que de se rendre en Nouvelle-Calédonie désormais, Pierre? Alors, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas avoir pris à bras-le-corps le sujet de la Nouvelle-Calédonie depuis qu'il est président de la République, parce qu'à plusieurs reprises, il est intervenu sur cette question-là. Mais sur la question du déplacement, parce que certes, on peut la voir comme étant une question très symbolique, mais le symbole en politique est souvent très fort. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que il y a des décisions qui sont prises depuis Paris qui ne sont pas cohérentes, qui ne doivent pas être prises depuis Paris. Et c'est notamment le cas de ces discussions qu'il y a eu à Paris sur le dégel du corps électoral. C'est des décisions qui doivent être prises parce que c'est l'histoire même qui a fait le consensus, l'accord entre les 2 partis loyalistes, indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Donc des décisions qui sont prises à Paris qui ne devraient pas l'être, qui ont été prises à Paris par Emmanuel Macron, et d'autres qui ne devraient pas être prises et qui devraient être prises depuis Paris, comme ça devrait être le cas si on estime qu'aujourd'hui, pour retrouver l'apaisement nécessaire en Nouvelle-Calédonie, c'est de retirer le projet de texte constitutionnel. Or, le fait qu'il y aille, si c'est pour annoncer que c'est un retrait, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je ne comprendrais pas très bien pourquoi il aurait fait ce trajet pour aller dire, bon, bah, finalement, je vous ai compris, on va retirer ce texte et je vais vous laisser. Donc, pour vous, il ne peut pas y avoir de retrait. Il travaille à faire passer cette révision constitutionnelle. En allant sur place, si je suis cohérent avec ce que je crois être de l'ordre du symbole, et ça n'est pas du symbole s'il y va, si je suis cohérent avec ce que je crois être la démarche d'Emmanuel Macron, c'est qu'au contraire, il va sans doute peut-être assumer cette position, l'autorité, vous savez, hein, le retour de l'autorité, il nous l'a suffisamment dit ces derniers temps, il va sans doute assumer ce texte constitutionnel. J'en ai absolument pas la certitude, mais ce que je veux dire, c'est que il ne peut pas ne pas aller là-bas sans affirmer quoi que ce soit. Et je ne crois pas qu'il ait fait ce déplacement pour dire « je retire ce texte ». Ça me paraîtrait pas tout à fait cohérent. Nicolas, est-ce que vous êtes sur la même ligne? Il ne peut plus aujourd'hui retirer ce texte, le processus est allé tout long. On rappelle qu'il y a eu un vote des sénateurs, un vote des députés. Oui, bien sûr, et Emmanuel Macron et le gouvernement s'accrochent à ce qui a été, ou ce qui reste la réalité démocratique. C'est-à-dire les 3 référendums qui ont eu lieu au terme des processus de Matignon et de Nouméa, qui ont tous les 3 donné une majorité très large au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République française, sauf que le dernier a été boycotté par les indépendantistes. Et donc tout le problème vient de là, c'est qu'on a une situation démocratique qui est peut-être à l'avantage des loyalistes, mais sur le terrain, une vie au quotidien dans laquelle les indépendantistes se considèrent, continuent d'être marginalisés, en tout cas
ne vivent pas pleinement, sereinement la situation. C'est pas la première fois, parce que là, les enfants, ou même les adultes qui sont en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, qui sont kanaks, et qui sont dans cette situation et de ce ressenti, eh bien, leurs parents, leurs grands-parents, c'était la même chose. Il y a eu un référendum, tout le monde a oublié, c'était en 1987, qui s'était passé dans les mêmes conditions, à savoir boycott par les indépendantistes et large majorité pour le maintien dans la République. C'était en 87, un an plus tard, il y a UVA. Donc ça veut dire que la question démocratique ne suffit pas. Édouard Philippe, hier, disait que, exprimait un peu cette idée-là, selon laquelle il fallait trouver une solution qui dépasse le simple fait des urnes et qui puisse permettre d'avoir une projection à moyen ou long terme. C'est exactement ce qui s'est passé avec le processus de Matignon. Donc c'est cette idée-là qu'il faut essayer de remettre à la discussion, avec un calendrier, alors évidemment, qui est compliqué parce qu'il y a cette affaire de dégel du corps électoral, qui n'est pas une affaire purement... c'est pas du calcul politique, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie, du jeu démocratique. Ouais. C'est ce que dit Gabriel Attal. Voilà, du jeu démocratique et de la qualité et de la loyauté du jeu démocratique. Parce qu'on rappelle juste qu'aujourd'hui, il y a un Calédonien sur 5 qui ne peut pas voter aux élections provinciales. Exactement, donc il y a quelque chose d'antidémocratique à ne pas... à faire en sorte que le dégel ne s'applique pas. Donc ça, c'est un problème qui doit être rapidement résolu. Il faut que toutes les parties arrivent à dépasser le conflit autour du dégel, parce que effectivement, la définition du corps électoral, c'est ce qui définit votre citoyenneté, donc c'est au cœur de ce que peut être un sentiment d'appartenance à une collectivité, voire à une nation. Certes, mais en ce qui concerne le dégel dont il est question, il me semble qu'il y a quand même un moyen de trouver un accord entre les parties. Et on a vu ce week-end, ou à la veille du week-end, parmi les indépendantistes, certains qui étaient d'accord pour avancer et qui un peu tentaient de dégeler la situation. Donc il y a cette question du corps électoral. Et ensuite, il y a la question de la projection dans l'avenir. Et effectivement, on ne voit pas comment Emmanuel Macron ou son équipe de très hauts fonctionnaires, très au courant du dossier, vont trouver une solution en quelques jours. Ça, il faut évidemment miser davantage sur le temps et sur l'apaisement, et puis essayer de dégager exactement le même esprit qui avait été dégagé dans les années 80. Ouais, c'est une question démocratique. Ce texte, il y a eu des divisions au Parlement. La gauche ne l'a pas soutenu. Est-ce que Gabriel Attal a raison de dire que c'est une question de démocratie quand aujourd'hui vous avez un habitant sur 5 qui ne peut pas voter pour des élections locales? Oui, c'est une question démocratique, mais on l'a dit dans votre émission, Ariane, déjà la semaine dernière, c'est avant tout une question politique, sociale, économique. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette question du dégel du corps électoral, mais on sait très bien que 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. On sait très bien les discriminations subies par les populations kanaks. C'est aussi ça qui germe depuis de nombreuses années. Donc il y a tout ça que le président de la République doit prendre à bras-le-corps et proposer des choses. Mais sur la question du dégel du corps électoral, qui est quand même le sujet de crispation, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je pense pas nous ne sommes pas des spécialistes de ce sujet-là, mais on s'est tous quand même beaucoup intéressés à cette problématique-là. Et c'est vrai que moi, j'ai lu beaucoup de chercheurs expliquer que c'est vrai que depuis les années 80, on ne comprend pas. On a accepté une espèce d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie, mais pourquoi dans le même temps on n'a pas travaillé à une forme de citoyenneté calédonienne qui aurait permis justement de trouver un accord. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que certes, le fragile équilibre qui avait été trouvé en 88, puis en 98 dans le cadre des accords de Nouméa, puis de Matignon, c'est l'État se retire d'une certaine manière, devient impartial et laisse les deux parties négocier entre elles. Et c'est cet équilibre-là qui avait été trouvé. Et aujourd'hui, cet équilibre-là a été totalement fragilisé et cassé par la majorité macronienne. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Donc oui, il y a une question de citoyenneté, il y a une question démocratique qui peut s'entendre de chaque côté, de chacune des deux parties. Mais c'est pour ça qu'il faut retrouver les voies d'un apaisement. Mais je crois qu'il y a un autre sujet peut-être on ne veut pas voir ou qui est assez mal vécu, parce que je pense que les populations kanaks le revendiquent, c'est la discrimination vécue par la population kanak. Donc oui, il y a une question démocratique, mais il y a avant tout une question sociale et des revendications légitimes de la population kanak. Un dernier mot, Nicolas, après on parle des européennes, Mathieu. Oui, et au cœur de cet enjeu social, il y a d'abord l'enjeu économique, savoir comment les mines de nickel
sont gérées, à qui elles appartiennent et comment sont répartis les bénéfices des ventes. Et ça, c'est un énorme débat sur place. Évidemment, les points de vue sont très opposés entre ceux qui estiment que le nickel calédonien doit rester à 100% calédonien et les autres, et qui sont davantage ouverts à l'économie de marché. Et évidemment, ça, la résolution, il n'y aura pas de résolution si on ne se met pas d'accord au préalable sur la façon dont les 3 mines de nickel sont gérées. C'est vraiment le cœur du sujet, et ça entraîne évidemment derrière l'emploi, les salaires et toutes les conditions sociales de l'île, parce que c'est sa principale ressource. Allez, on va évidemment, on suivra ce déplacement d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, mais on va continuer comme tous les jours à parler de la campagne des européennes. Jusqu'au 9 juin, nous rencontrons les candidats à cette élection européenne pour comprendre leur vision de l'Europe et leur programme. Adrien Pain et Noah Bergot sont allés poser 3 questions à Nathalie Arthaud, à la tête de la liste Lutte ouvrière. Nous portons, Lutte ouvrière, les intérêts du monde du travail, et j'ai envie de dire des travailleuses et des travailleurs, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, parce qu'ils sont tous confrontés à la rapacité patronale. Et nous portons aussi cette perspective de combattre cette société capitaliste, parce que là, ça crève les yeux désormais. Eh bien, cette société nous mène de crise en crise et de guerre en guerre. Donc c'est tout cela que nous appelons à dénoncer, et nous appelons le maximum de travailleuses et de travailleurs à se rassembler derrière le vote Lutte ouvrière le 9 juin. L'Europe, vous savez, c'est une foire d'empoigne. Une foire d'empoigne entre brigands, j'ai envie de dire, parce que cette Europe, elle a été créée par et pour les intérêts des capitalistes. Et jamais, jamais il n'a été question d'ailleurs du sort de la population européenne, des travailleurs ou même des femmes. La seule question qui vaille pour nous, c'est qui décide. Ce n'est pas que les décisions soient prises à Bruxelles ou à Paris, mais qui décide? Quelle classe sociale? Est-ce que ce sont des grands actionnaires qui veulent toujours plus de profit, quitte à ravager la planète, quitte à exploiter l'humanité tout entière? Ou est-ce que ce sont les femmes et les hommes du monde du travail? Et parce que notre conviction, c'est qu'en effet, il faudrait que ce soit ceux qui font tourner la société, qui savent faire tourner la société, qui décide. Moi, je vois surtout 250 millions de salariés, 250 millions d'actifs à l'échelle d'Europe qui subissent finalement tous la même exploitation, les mêmes attaques, tous la même angoisse, y compris par rapport à la guerre. Mais imaginez ce que ce serait une grève de cette ampleur-là, qui réunisse justement tous les travailleurs dans une seule et même contestation des actionnaires qui ne jurent que par leur profit. Nous ne sommes pas d'accord pour proférer de nouvelles illusions et pour expliquer qu'on pourrait gérer mieux le capitalisme et finalement le rendre moins féroce pour les travailleurs. Nous pensons que le capitalisme, il faut le renverser. Au Parlement européen, des députés Lutte ouvrière s'empareraient de toutes les questions qui touchent de près ou de loin aux intérêts du monde du travail et s'en feraient les porte-paroles, les relais. Mais encore une fois, vous savez, du haut du Parlement européen, en réalité, on a aussi peu de pouvoir que du haut du Parlement français. Regardez comment le Parlement en France a été piétiné sur la question des retraites, par exemple. Mais c'est pareil pour le Parlement européen. En réalité, il a 1000 fois moins de pouvoir que tout ce grand patronat qui aujourd'hui domine. Donc il ne s'agit pas d'une formule magique, d'un mot d'ordre, d'une mesure, mais encore une fois, de perspective. Contrôler la comptabilité des entreprises, imposer la répartition du travail, bien sûr l'indexation des salaires sur la flambée des prix, mais tout ça, ça dépendra du rapport de force et des luttes que les travailleurs à l'échelle de l'Union européenne seront capables de mener. Et voilà Nathalie Arthaud qui est donc candidate pour Lutte ouvrière. Un mot peut-être, Pierre, il faut lui reconnaître le mérite de la cohérence et de la continuité, Nathalie Arthaud. Oui, c'est vrai, mais je trouve que son discours n'est pas suffisamment entendu. Et d'ailleurs, c'est un peu un reproche qu'on peut faire dans le cadre des élections et presque de la mise en scène médiatique des élections, quelles qu'elles soient. Vous voyez, hier, on va sans doute parler du débat qu'il y a eu sur une chaîne concurrente.
il y avait, je crois, je ne sais plus combien ils étaient 8, alors qu'on dénombre une trentaine de listes à l'élection européenne. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un biais qui est introduit sur qui on met en avant, qui on met en valeur. On le fait sur la base des sondages, mais bon, très bien, les sondages, mais c'est pas ça qui fait l'élection, un sondage. On sait parfois que les sondeurs se sont souvent trompés. Donc Nathalie Arthaud, je trouve qu'elle a un discours qui est un discours juste. Elle dit... que la force est du côté des travailleurs, c'est d'une certaine manière assez juste, et qu'à un moment donné, il faut aussi créer une conscience, c'est un peu le mantra de lutte ouvrière, créer une conscience ouvrière, que cette conscience ouvrière prenne le pouvoir sur le pouvoir de la finance, le pouvoir du capitalisme, le pouvoir des lobbyistes à l'échelle de l'Union européenne. Mais bon, voilà, je le disais, c'est très bien que vous ayez passé son interview parce que je trouve qu'on ne l'entend pas assez, qu'elle porte un discours que je trouve assez utile. Ouais. Et les candidats, alors il y a évidemment les sondages, mais il y a aussi combien vous pesez au Parlement européen et combien vous avez fait lors des dernières élections. Un mot peut-être. C'est vrai ce que vous dites, Oriane, mais vous prenez l'exemple sur ce que le pèsent aux européennes les candidats. Hier, dans le débat, il y avait le représentant du Parti communiste français. Il n'était pas présent au Parlement européen, pas plus que d'autres qui auraient pu être sur le plateau de LCI hier soir. Mais pardon, on est dans une période où il y a l'égalité de temps de parole. Donc voilà, Nathalie Arthaud, elle a son temps de parole exactement à l'égalité avec les autres, sur tous les médias audiovisuels. On l'a entendu, elle dit exactement... Équité, on est dans une équité en fonction de ce qu'on vient de dire. Exactement. La représentativité, tout. Donc on l'a entendu, on a entendu qu'elle répète la même chose à chaque élection, il n'y a aucune surprise. Et on peut ajouter que pour Lutte ouvrière, c'est pas l'élection phare, c'est-à-dire que c'est pas là où ils récoltent le maximum de suffrages dans leur histoire. Bon, eh bien, elle est là, elle est présente. Et elle aura son temps de parole. Un mot, parce qu'il y a 37 listes à cette élection. Ça y est, maintenant, c'est officiel. Il y a un sénateur, notamment, qui demande à ce qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour limiter le nombre de listes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable, Pierre ? 37 listes. J'aime pas trop quand on entrave la démocratie et la liberté de chacun de faire exprimer une voix. Et dans le même temps, moi qui ai plutôt une sympathie pour la gauche, je crois que vous pouvez pas en douter, c'est vrai que c'est assez désespérant de voir que parce qu'il y a une liberté totale de pouvoir présenter un nombre infini de candidatures, de voir que sans doute on peut faire déjà le récit de l'après 9 juin et qu'on va dire oh ben l'extrême droite est très forte, oh ben la Macronie est en faiblesse, oh ben il y a une petite surprise à gauche parce que Raphaël Glucksmann fait un bon score à 2 chiffres qui était totalement inattendu et le reste de la gauche est ratatiné. Alors que l'ensemble de la gauche, qui était encore celle de la NUPES, qui avait une forme de cohérence politique avec un programme commun, y compris sur les questions européennes, aurait pu être la surprise de cette élection le soir du 9 juin prochain et qui aurait pu peut-être arriver devant Jordan Bardella. Donc oui, non, je ne suis pas pour réglementer trop la démocratie, mais parfois c'est parfois, je pense, assez décourageant pour un certain nombre d'électeurs et notamment des sympathisants de gauche de voir que cette multiplication des candidatures. Puis en plus, vous avez ceux qui ajoutent leur candidature. Je pense à Pierre Larouturou qui, de manière très honnête, décide de poser sa candidature parce que ras-le-bol de cette dispersion des voix à gauche, mais qui rajoute sa candidature aux candidatures. Bon bref, voilà. Donc non, évidemment, je ne suis pas pour réglementer davantage la démocratie, mais parfois c'est assez pénible. Oui, alors on peut aussi voir l'histoire dans le sens inverse. C'est-à-dire que si les partis, vous évoquez de ceux de gauche, n'ont pas été capables de s'entendre, ben, c'est un peu de leur faute aussi. Bien sûr. Voilà, et s'ils avaient été capables de s'entendre, il y aurait peut-être eu une seule liste qui rassemblerait une grande part de la gauche. Ça n'est pas le cas. Alors, l'élection approche, c'est le 9 juin, on le rappelle, il y a des débats en ce moment qui ont lieu. Steve, vous avez suivi le débat qui avait lieu hier soir sur LCI, qu'est-ce qu'on en retient ? Alors, 8 principales têtes de liste ont débattu pendant 3 heures, c'était sur LCI. Il était question de la guerre en Ukraine, du conflit au Proche-Orient, mais aussi de l'économie de manière générale, d'écologie, d'immigration, plusieurs enjeux pour certains candidats, notamment cette deuxième place convoitée par la macroniste Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann, la tête de liste PS Place Publique et qui continue à grimper dans les sondages. Valérie Ayé avait clairement décidé de le cibler. Elle l'a fait sur la question des budgets militaires. Écoutez. Nos partenaires à Paris n'ont pas soutenu la hausse du budget dans le cadre de la loi de programmation militaire. Donc il faudrait aussi s'accorder. Il se trouve qu'un président socialiste a mis fin à la vente des Mistral à la Russie, alors que votre président, en 2019, a fait un discours devant les ambassadeurs où il exaltait le front commun, Madame Ayé, le front commun entre la Russie et l'Union européenne.
Un mot là-dessus, parce que c'est la première fois que Valérie Ayé attaque autant Raphaël Glucksmann et qu'elle le cible autant. Il y a quoi? Il y a une prise de conscience chez les macronistes que Raphaël Glucksmann, c'est un danger? Oui, ça fait un moment, je pense qu'ils n'avaient pas vu venir le coup de Raphaël Glucksmann, et je crois que c'est un peu leur obsession. Et effectivement, j'ai trouvé Valérie Ayé assez offensive à l'égard de Raphaël Glucksmann hier, avec quelques erreurs, parce que la dénonciation des socialistes qui n'ont pas voté le pacte militaire, je ne sais plus comment... La loi de programmation militaire. La programmation militaire, ça a été fact-checké hier, et elle faisait une faute en disant cela. Et d'ailleurs, Raphaël Glucksmann, de manière assez honnête, dit: vous m'étonnez parce que je ne crois pas que ce soit la réalité. Bon, bref, donc du coup, on a assisté à ça hier, effectivement, et on a tous vu, je pense, le débat hier. Pardon, je suis désolé pour les candidats et les candidates. Vous avez entendu, vous avez réussi à retenir une idée phare des uns et des autres. Je trouve que c'est pas nécessairement de leur faute, peut-être que c'est le contexte, mais je trouve que le débat démocratique, le débat sur les européennes est d'une médiocrité phénoménale. Les idées ne passent pas le mur du son. Je ne sais pas, j'exagère un tout petit peu, il y a quelques idées qui passent, la grande taxation des grandes fortunes, voilà, sur la question écologique, on entend des choses. Mais franchement, là, hier, c'était beaucoup de postures, quoi. C'est le format peut-être du débat qui crée ça, mais je trouve que j'étais très déçu. Et je dois dire que j'ai fini par décrocher à un moment, je le confesse. On ne dit pas. Nicolas, on je partage assez ce que vous dites, Pierre, parce qu'on n'a pas eu hier dans ce débat d'idées nouvelles. Chacun est resté, grosso modo, sur ses positions et cherchait surtout à affirmer son identité politique et à montrer aux téléspectateurs dans quel camp il était et d'où il venait, quelle était sa philosophie générale. Et il n'y a pas eu d'éléments qui, à un moment, nous auraient transportés dans une Europe du futur avec une idée qu'on n'aurait jamais entendue. Ça n'a pas été le cas. Quand on regarde les programmes, il n'y a pas beaucoup d'idées très originales non plus. Et on avait le sentiment que c'était une espèce de débat tour de chauffe avant les autres débats qui vont arriver la semaine prochaine, où chacun voulait commencer à exposer à l'électorat son point de départ. Alors effectivement, dans ce panorama global assez figé, assez caricatural pour les uns et les autres, il y a eu quelques moments où certains sont allés à l'assaut des voix qui leur manquent. Vous avez évoqué Valérie Ayé. C'est vrai que chez les macronistes, on a fait le constat que les voix qui manquaient, elles venaient surtout de l'électorat du premier tour du président de la République, un électorat de centre-gauche, qui aujourd'hui est davantage séduit, en tout cas pour partie, par Raphaël Glucksmann. Lui-même était sur une position que j'ai trouvé pas très offensive, même s'il essaye d'incarner une voix raisonnable. Donc c'est difficile d'incarner une voix raisonnable quand tout le monde crie autour de vous. Et puis, il y a eu un élément, me semble-t-il, juste un point là-dessus, qui était un peu nouveau, c'est la façon dont Jordan Bardella a été mis en difficulté. Il me semble que c'est la première fois qu'on a vu Jordan Bardella mis en difficulté, et je pense notamment à Léon Desfontaines qui est allé, le chercher. Alors, comme vous nous faites la transition, Nicolas, mais vous êtes trop fort, Steve. Oui, parce qu'a priori, il n'y a rien à voir entre les deux, entre Léon Desfontaines et Jordan Bardella, mais si... L'âge, 28 ans, et Léon Desfontaines a pris rendez-vous avec Jordan Bardella. On va l'écouter. Et je ne vous lâcherai pas. Je montrerai aux Français quel est votre réel visage. La réalité, c'est que votre projet économique, votre projet social, c'est le même qu'Emmanuel Macron. Eh bien, je suis là pour le combattre, et non seulement pour défendre aussi les travailleurs français. Et heureusement qu'il y a une liste aujourd'hui qui défend les travailleurs français. Ce qui nous empêche d'avancer, M. Bardella. Je vous les ai laissés terminer, M. Bardella. Mais respectez un peu le temps de parole. Respectez le temps de parole. Vous nous dites respect matin, midi et soir. Vous n'êtes même pas capable de respecter le temps de parole. Un peu de respect, M. Bardella, sérieusement. Et juste une chose, attendez. Juste une chose, l'ISF, vous êtes contre. Vous avez voté contre à l'Assemblée nationale. Vos députés devraient avoir honte d'avoir trahi les travailleurs de France lorsque vous avez voté contre l'ISF, quand vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation, quand vous avez voté contre l'augmentation des salaires des fonctionnaires, M. Bardella. Ça, c'est une honte et ça, c'est une trahison pour les travailleurs français. On attend maintenant le prochain débat, ce sera entre Jordan Bardella et Gabriel Attal demain sur France 2. On va en dire un mot, mais sur ce moment, effectivement, c'était un des temps forts du débat d'hier. Oui, un des temps forts parce que, je le répète, pour la première fois, Jordan Bardella a été vraiment mis en difficulté dans un débat. D'habitude, il est avec sa superbe et une forme d'arrogance, il a réponse à tout. Et ben là, il a été pris en défaut par le communiste Léon Desfontaines, à qui le principal reproche qu'il avait à lui adresser, c'était d'être communiste. Donc effectivement, c'est un peu court comme
comme argument, et ça augure peut-être davantage de libération des coûts à l'encontre du RN, qui, on le rappelle, est très haut dans les sondages pour cette élection européenne et qui devrait être la cible collective de tous ses opposants, qui n'a pas toujours été. Mais hier, celui qui a porté le premier l'estocade, c'est évidemment le candidat communiste, et c'est ce qui lui a permis à lui de se mettre en valeur. Un mot, puisque évidemment il y a des offensives face au RN, mais le RN est aussi très offensif, puisque ce matin Marine Le Pen, elle attaque Emmanuel Macron, elle lui souhaite la pire défaite possible pour qu'il redescende sur terre. Oui, Emmanuel Macron a voulu installer le duel, et il l'a de manière permanente, et ça se fait au détriment de la démocratie. Je voudrais juste rebondir quand même sur effectivement ce moment marquant, parce que c'est vrai que je me souviens de la précédente élection européenne. Vous vous souvenez, Yann Brossa avait été un peu la révélation, le communiste qui était tête de liste aux européennes, avait été un peu la révélation. Ça ne s'était pas traduit dans les suffrages, mais c'est vrai que le discours de Léon Desfontaines a fait du bien hier. Il y avait une espèce de ton, d'une affirmation face à l'extrême droite, qui reste quand même le combat commun aussi de la gauche, et le combat contre l'extrême droite, et je l'ai trouvé assez pertinent. On suivra évidemment bien sûr cette campagne des européennes jusqu'au 9 juin. On se quitte comme tous les jours avec Skyline de vos quotidiens régionaux. Steve, déjà une semaine de traque. Oui, une semaine que les services de police sont à la recherche de Mohamed Amra. C'est à la une de la dépêche du Midi. Un hommage national sera rendu ce mercredi aux 2 surveillants pénitentiaires tués dans un guet-apens meurtrier sur une route de Normandie. La procureure de Paris a assuré hier que les enquêteurs sont sur des pistes décrites comme sérieuses. Emmanuel Macron débarque à Nouméa. Oui, on en parlait tout à l'heure. Visite du président aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Midi Libre donne la parole aux habitants qui attendent le chef de l'État. On se sent délaissé, titre le quotidien. Reportage sur place. Emmanuel Macron fait cette visite pour tenter de calmer les esprits alors que les demandes de report de la révision constitutionnelle se multiplient. Le chef de l'État installera aujourd'hui une mission pour établir le dialogue. Le projet de loi sur la fin de vie examiné à l'Assemblée nationale à partir de la semaine prochaine en séance. Paris-Normandie a demandé à tous les députés du département de se positionner sur le sujet. 15 élus de l'Eure et de la Seine-Maritime répondent au journal. Paris-Normandie constate que le sujet dépasse largement les clivages politiques. Le projet ouvre pour la première fois en France une aide à mourir pour certains patients. Débat passionnant à suivre en perspective. L'État s'attaque à l'entourage du terroriste du Bataclan. C'est à lire dans les DNA aujourd'hui. Un ami d'enfance de l'assassin alsacien du Bataclan s'est vu déchoir de sa nationalité française. Sa mère a été expulsée vers le Maroc. Foued Mohamed Agad était le 3e kamikaze du Bataclan. Ce Strasbourgeois de 23 ans était parti en Syrie avec son frère. C'était en 2013. Le frère qui a lui aussi été déchu de sa nationalité. C'était en fin d'année dernière. La terre a tremblé hier. Si vous étiez du côté de Lourdes, Pierre, hier, vous avez peut-être ressenti un tremblement de terre de magnitude 4,7 sur l'échelle de Richter a été signalé dans les Pyrénées en fin de matinée. Des collèges et un lycée ont dû être évacués. Aucun dégât constaté sur les bâtiments des établissements, hormis une fissure sur un bâtiment administratif. La secousse a été forte, elle a été ressentie jusqu'aux environs de Toulouse. Merci Steve. La une de Politis, c'est un petit peu les européennes, c'est Marie Toussaint. Oui, on continue de faire le tour des candidats et candidates aux européennes, et vous retrouverez dans ces pages, évidemment, on consacre un long sujet sur la Nouvelle-Calédonie, sur Gaza et aussi sur Cannes. Oh bah nous sommes présents sur la mais c'est très varié, Politis, cette semaine. On lira évidemment tout ça. Et dimanche, on lira la tribune dimanche. Et on parlera de Cannes aussi. Ah ben voilà, il y a un peu tout ça. Et peut-être un peu de la Nouvelle-Calédonie aussi. Mais on verra ça dimanche. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Pierre, d'avoir été avec nous. Et merci, Steve. Prochain rendez-vous à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Et à 18h, Thomas Hugues, Sens Public. Nous on se retrouve demain avec notre débat entre 2 candidats aux européennes. Fabienne Keller pour Renaissance, Philippe Olivier pour le Rassemblement national. Ils débattront de la politique migratoire. Merci à tous. À demain.